Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Résolument engagé qui s'intéresse aux hommes et aux femmes qui s'engagent avec cœur, avec détermination, pour le bien commun, la solidarité, le mieux vivre ensemble, le renforcement du lien social ou tout simplement pour redonner de la beauté à notre quotidien. Je souhaite mettre en valeur et en lumière l'engagement de ces personnes. Aujourd'hui, nous accueillons dans nos studios Elvina Fonkerny, relieur aideur professionnelle et engagée aussi dans d'autres domaines qui lui tiennent à cœur. Résolument engagé, une réalisation de Jean-Louis Arbet sur RCF. Elvina Fonkerny, bonjour. Bonjour. Alors, j'aimerais que nos auditrices et nos auditeurs sachent un peu plus qui vous êtes. Vous relevez le défi ? Avec plaisir. Alors, vous êtes né à Besançon le 26 août 1989, mais vous avez grandi dans un petit village de moins de 200 habitants à Saulmont. C'est bien ça. Alors, c'est où ça, Saulmont? Alors, Saulmont se situe environ entre Besançon et Montbéliard, à peu près au milieu. Très bien. Donc, vous avez grandi dans une ferme. Vos parents ont repris la ferme de vos grands-parents? C'est bien ça, la ferme familiale du côté maternel. Et vous aviez quoi? C'était de la production de vaches laitières? Oui, 30 vaches laitières, 55 hectares. Et chambre d'hôte aussi, table d'hôte, chambre d'hôte? Oui, depuis mon adolescence, il y a toujours eu des gens qui passent à la ferme et donc des touristes avec la chambre d'hôte. Alors, on est aujourd'hui pour vous, parce que vous êtes résolument engagés, mais vous m'avez dit que maman et papa sont résolument engagés. On pourrait faire une émission avec eux. Alors, la maman, Sophie. L'engagement ne vient pas de nulle part et quand on a grandi avec des parents qui s'engagent dans toutes sortes de choses, forcément, ça donne envie de suivre les traces. Et ma mère, oui, elle est engagée, elle a toujours été engagée dans son métier d'agricultrice. Et puis, elle a aussi été engagée en politique en étant pendant 10 ans conseillère régionale. Ainsi qu'elle est engagée au réseau AFDI, qui est un agriculteur français et développement international. Ouais. Voilà. Et puis elle était même à la Chambre d'agriculture, FNSEA, enfin bref. Elle a un beau curriculum vitae. Et votre papa, lui, c'est un des fondateurs du festival Les Celtivals de Pierrefontaine-les-Varans. Oui, lui, s'est engagé aussi dans des associations locales, les Celtivals, parce qu'il est passionné d'histoire. Et des Celtes notamment, et puis il a été aussi président pour l'association Service de remplacement, donc qui remplace les agriculteurs malades ou pour des congés. Et voilà, donc il a toujours fait aussi plein de choses de son côté, il a fait le catéchisme aussi. Voilà. 4 enfants, donc 3 garçons, vous êtes la seule fille, donc l'aîné, Allium, vous, Elvina. Ensuite, on a Andéol et Osian. Mes parents ont voulu trouver des prénoms originaux. C'est très original, effectivement. Et m'avait dit que Andéol allait reprendre la ferme bientôt avec sa femme. Voilà, c'est ça. Il s'est marié cet été et ils nous ont fait le bonheur de dire qu'ils voulaient bien reprendre la ferme, mais ils vont se lancer dans l'accueil de chevaux en pension. D'accord. Alors vous, en étant dans cette ferme, je n'ai pas encore précisé, mais elle est isolée, elle est à 2 km du village, votre ferme. Vous alliez tous les jours à l'école primaire. À pied. À pied, voilà. Et vos frères également, bien sûr. Oui. Et vous m'avez dit que cette école a fermé depuis. Oui, les petites écoles de village ont tendance à fermer, malgré les efforts que mes parents ont déployés pour essayer de regrouper les villages alentours pour pas qu'on aille à l'école primaire en ville. Mais depuis, ça a fermé. Alors, il y avait une bonne entente entre les parents et les enfants, entre parents entre eux aussi. Et vous me dites que vous avez eu la chance d'avoir grandi dans cette ferme isolée en pleine nature. Vous n'aviez pas la notion de propriété, puisque pour vous, c'était open space, espace ouvert. C'est sûr que quand on grandit dans une ferme comme ça, on n'a pas de notion de où sont les limites des voisins, parce que simplement, les voisins, c'est les blaireaux et les renards, donc c'est
c'est grandir un peu en milieu sauvage. Et puis, il m'avait dit aussi que vos parents vous ont beaucoup responsabilisé, puisque à l'âge de 16 ans, vous étiez en charge, pendant vos vacances évidemment, de la table d'hôte et du gîte d'hôte. Vous aviez des travaux à la ferme. Et je cite, votre maman disait, pour pouvoir venir à table, il faut rendre un service le matin et l'après-midi. Oui, elle a ce grand... facilité à faire travailler les gens quoi qu'il arrive. Donc, il y a une doctrine aussi dans la famille, c'est ne reste pas là à rien faire. Donc voilà. Et puis, vous étiez quasiment autonome alimentairement parlant. À 80%, votre maman avait un potager incroyable. Votre papa faisait le pain. La viande provenait de la ferme. Veaux, poulets, lapins. Et même, vous mangez du chamois parfois. Expliquez-nous cette originalité. Ça, c'est très original. C'est parce qu'à la ferme, la chasse est réservée pour la ferme. Et les chasseurs du village ne sont pas intéressés par tirer des chamois, qui est une chasse un peu spécifique. Donc, il y a des chasseurs qui venaient de loin, de Belgique et d'ailleurs, pour venir tirer la bague de chamois qu'on avait. Mais souvent, ils ne sont pas intéressés par la viande. Donc, nous, on récupérait la viande de chamois. Très bien. Voilà. Alors, votre famille avait le sens de l'accueil et de l'hospitalité. En gros, c'est porte ouverte à tous. Et votre grand-mère, vous m'avez dit, a beaucoup œuvré pour aider son prochain. Oui. Et alors, les années passent. Vous arrivez au collège. De 2000 à 2004, vous êtes au collège de Pont-de-Roide. C'est bien ça. Collège des Roches, mais qui est devenu le collège Olympe de Gouges. Voilà. Et vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire plus tard ? À cette époque-là, non, j'en n'en savais trop rien. J'avais envie de rester au contact de la nature, mais ça, c'est parce que j'avais grandi dans une ferme. Oui, on ne sait pas encore, quand on est jeune, ce qu'on va devenir. C'est ça. Donc, finalement, vous choisissez d'aller au lycée Granvelle, le lycée agricole de Dade-Marie-sur-Crète. Vous faites seconde, première, terminale S, option environnement, je crois. Et vous obtenez votre bac avec mention. Non, je n'ai point eu de mention. Non, j'étais tout juste au ras des plaquettes, des pâquerettes, j'ai obtenu mon bac. D'accord, donc en 2007, c'est ça. Et puis vous m'avez expliqué d'ailleurs que vous avez galéré parce que vous compensiez tout le temps, vous travailliez beaucoup parce que vous aviez une forme de dyslexie, je crois. Oui, je suis dyslexique et forcément, faut fournir un travail qui est plus important pour arriver en fait au niveau des autres. Donc, c'est toujours un permanent, mais bon, on s'en sort quand même en étant dyslexique. Mais voilà. Donc, après le bac, vous faites une MANA, une mise à niveau en art au lycée Pasteur à Besançon, mais avec l'idée peut-être... Non, c'était pas ça. Alors, oui, j'ai demandé, parce que j'avais déjà l'idée de vouloir faire de l'art, et j'ai demandé la MANA au lycée Pasteur, et je ne l'ai pas eu parce que justement, j'avais pas des bonnes notes. Ils regardent pas forcément le niveau en art, ils regardent le niveau en maths. Et bon, voilà. Donc finalement, c'est un BTS à Lons-le-Saunier, service en espace rural. J'ai fait un BTS agricole. Voilà. Et donc finalement, vous avez fait un beau projet d'ailleurs pendant ce BTS. Oui, c'était le BTS, c'était très intéressant parce que ça, justement, c'était pour préparer à s'engager dans plein de choses. On travaillait en classe et puis on travaillait directement avec les communautés de communes, etc. pour monter des projets qui étaient réels dans une action réelle, quoi. Et là, c'était le musée du vin jaune à Château-Chalon. On a travaillé avec le musée du vin jaune à Château-Chalon. Donc, et là, une idée saugrenue vous vient. Vous repensez à l'activité de loisir qu'avait votre grand-père depuis sa retraite, la reliure. Et là, vous partez à Semur-en-Auxois et vous préparez un CAP reliure. Oui, c'était vraiment... j'avais toujours cette idée de faire quelque chose dans l'art et surtout, j'avais cette envie de travailler de mes mains, pas être devant un ordinateur en gros. Et donc, je me suis inscrite en CAP après avoir passé un BTS, même si c'était très saugrenu. C'était pour adultes donc, c'était une formation en 1 an pour adultes. Et donc là, c'est une révélation, je crois. Vous vous apercevez que vous aimez ça, que vous êtes doué, vous avez du talent, vous prenez du plaisir. Et vous rencontrez ensuite une fille qui revient, donc qui était en stage reliure au Canada.
Et vous faites le même circuit qu'elle. Oui, oui. C'était en CAP que j'ai rencontré. Donc, et puis, je suis partie pour le Canada pour faire Montréal, un stage à Montréal. Un stage de 3 mois. De reliure, ouais. Oui. Et ensuite, vous êtes encore là-bas, vous vous inscrivez au brevet des métiers d'art, au BMA à Paris. Et vous bénéficiez, donc de 2011 à 2013, vous faites ce BMA, et vous bénéficiez d'une bourse Odon Valais, de la Fondation Odon Valais. C'est très important, ça, dans votre vie. Elle m'a permis, en fait, de rester à Paris, parce que les études à Paris ne sont pas données, clairement. Et puis j'étais plus boursière, puisque je reprenais des études. J'avais déjà un bac, donc équivalent bac en brevet des métiers d'art. J'avais plus droit des bourses d'État. Et les bourses Odon Valais m'ont permis de rester à Paris, de loger à Paris. J'ai fait aussi du babysitting à côté pour financer mes études. Et ça m'a permis de continuer la reliure, parce que venant des campagnes comme ça, c'est difficile. Sinon, j'aurais difficilement pu faire des études à Paris, 4 ans en plus. Après ce BMA obtenu, vous restez encore 2 années, 2013-2015, pour un DMA, diplôme des métiers d'art. Et là, vous bénéficiez à nouveau de cette bourse Odon Valais. Je les ai eues pendant 4 ans, exactement, les bourses Odon Valais. Voilà, et puis voilà, vous arrivez, vous arrêtez cette formation, c'est très valorisant, j'imagine. Vous avez découvert d'ailleurs la reliure d'art à ce moment-là ou... Oui, mes études à Paris ont été très importantes dans mon cursus, parce qu'elles m'ont vraiment fait découvrir le milieu et le monde de l'art, duquel j'étais quand même un peu éloignée en vivant dans une ferme. Et donc, ça m'a ouvert les yeux sur les musées, l'art en général, quoi, le ressenti qu'on peut avoir devant des œuvres d'art, des tableaux, etc. Alors, avec le DMA en poche, vous revenez dans la région et vous faites des jobs alimentaires, c'est ça que vous me dites, et pas trop belle expérience, vous travaillez dans un atelier de maroquinerie de luxe, où là, vous voyez que ce n'est pas tout à fait le domaine dans lequel vous voulez travailler. Finalement, vous appréciez plus travailler à la fruitière de Fontaine, vendre du fromage, du beurre. Je pense que j'ai retrouvé plus de valeur et plus de mes racines à la fruitière à Fontaine que de travailler dans une maroquinerie qui fait des sacs de luxe, parce que on faisait des objets qui étaient dénués d'âme pour moi, et voilà. Et là, dans cet intervalle, vous dites que finalement, vous pourriez peut-être créer votre propre entreprise, déjà, ou pas? Oui, depuis le CAP, je me suis toujours dit que je voulais créer ma propre entreprise. Et vous êtes allé à Arras d'ailleurs pour vous former Alors, à en Arras, stage? j'étais salariée là-bas. Donc j'ai été salariée pendant 2 ans à Arras dans une entreprise de reliure. Entre 2017 et 2019. Ouais. Ce qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Quand je suis revenue en Franche-Comté, j'ai pu vraiment créer mon entreprise en ayant toutes les cartes en main. Donc en 2020, et votre atelier, vous l'avez créé au centre diocésain 20 rue Mèchevent à Besançon. C'est bien ça. Alors, et puis, vous m'avez dit que, 2020, ça correspond aussi au confinement, Covid, etc. Vous m'avez dit que pendant cette période, vous avez redécouvert vos parents en tant qu'adultes cette fois-ci, et avec le recul, parce qu'il y avait un certain poids parfois d'être autonome, responsabilisé quand on est enfant, de parents très engagés. Vous m'avez dit que vous étiez reconnaissante de l'éducation qu'ils vous ont donnée et des valeurs, et que vous êtes fière d'eux. Ah, ça, c'est sûr. Je pense que c'est en grandissant qu'on reconnaît ses parents en tant que personne, qu'on les découvre en fait, et on devient de enfant qui attend tout des parents, on devient une personne avec un regard extérieur sur nos parents, et on peut se rendre compte de qui ils sont vraiment, et moi ça m'a vraiment permis de me rendre compte de tout ce qu'ils nous avaient donné, de cette éducation qui des fois est un peu dure et lourde parce que on devait travailler, etc. Et bien que ça m'a été vraiment utile dans ma vie et que ça m'est toujours utile. Sur RCF, dans ce numéro de Résolument engagé, nous nous entretenons avec Elvina Fonkerny, relieur et d'horreur professionnelle. Il est temps maintenant de faire notre pause musicale. Elvina, vous avez choisi une chanson des Guetteurs, un groupe de reggae chrétien, intitulée La Route. Nous l'écoutons. Quand est-ce que nous nous aimerons? Il n'y a que Dieu qui peut répondre. Peut-être que la route n'est pas si longue. Il n'y a que Dieu qui peut répondre. Quand on
reverrai-je ton visage? Il n'y a que Dieu qui peut le savoir. Je me souviens de cette nuit-là. J'avais soif, toi tu m'as donné à boire. Il n'y a que le menteur qui dit ne pas chuter. Nos vies sont pleines d'obstacles, on ne fait que trébucher. Nos âmes, c'est des montagnes, on gravit la pente. Nos esprits sont des graines, on voit grandir la plante. On tombe, on se relève, on continue à avancer. Leurs bons mots harcèlent, mais nos pas doivent rester cadencés. Nous portons en nous l'espoir d'un monde meilleur, l'espoir d'un monde vrai où l'on sourit avec son cœur. Je suis lasse de toutes ces vanités qui encombrent mon âme. Je veux la vérité, la seule vérité, celle qui peut faire mal, celle qui libère. Bien que lorsque l'on aime, quand la douleur est sévère, quand est-ce que nous nous aimerons? Il n'y a que Dieu qui peut répondre. Résolument engagé, une réalisation de Jean-Louis Arbé sur RCF. Très belle chanson. Elvina, pourquoi ce choix musical? Alors, les Guetteurs, c'est un groupe de reggae chrétien et ça mêle deux choses que j'aime beaucoup, le son reggae et la foi. Et les paroles sont très engagées, je les ai déjà vues plusieurs fois en concert, c'est un groupe qui est génial. Vous les avez vus, je crois, au JMJ, Journée mondiale de la jeunesse à Lisbonne l'an dernier, en 2023. Oui. Voilà. Alors, on en parlera d'ailleurs de votre engagement dans la foi chrétienne juste après. On va terminer sur votre engagement professionnel, puisque pour vous, ce métier est une passion, hein, et vous aimez le faire connaître, vous m'avez dit forcément. Et donc, vous avez créé un club de reliure, je crois, aussi. Alors, c'est pas moi qui l'ai créé. Il existe un club de reliure à Besançon, dans lequel je vais donner des cours aux personnes qui sont désireuses d'apprendre la reliure en loisir. Voilà. En plus de cela, vous avez votre atelier dont on a parlé à la fin de la première partie, l'atelier au centre diocésain, votre atelier de reliure. Donc là, ça vous occupe aussi beaucoup. Là, c'est mon métier principal. Voilà. Donc. Et puis par ailleurs, vous êtes aussi engagé dans une association d'artistes et d'artisans d'art qui s'appelle Chemin d'Essence. Alors, c'est bien ça, je suis la trésorière du Chemin d'Essence. Et vous avez fait connaissance avec cette association d'abord en tant qu'exposante? C'est ça, j'ai exposé avec eux pour une année et je me suis tout de suite retrouvée propulsée trésorière de l'association parce qu'il manquait du monde simplement et que j'étais venue en disant je peux peut-être aider un peu. Donc voilà, on voit bien cet engagement profond, hein, de passion avec ce métier de la reliure. Maintenant, ça me fait plaisir de vous parler de votre engagement, que nous parlions ensemble de cet engagement par rapport à votre foi chrétienne. Donc, vous m'avez dit que vous avez grandi dans une famille catholique, baptisée, catéchisme, communion, confirmation. Vous aviez une foi d'enfant, c'est-à-dire vous ne posiez pas la question de savoir si Dieu existait. C'est ça. Quand on est enfant, la foi, pour moi, est assez naturelle. C'est-à-dire qu'on a cette propension à croire au surnaturel et donc que Dieu existe, ça paraît très logique. Et c'est peut-être en grandissant des fois qu'on se repose des questions là-dessus. Et il y a un moment donné dans mon chemin de foi où vraiment je me suis dit j'ai envie de croire. Voilà. Alors, alors à l'adolescence, vous faites des camps en Meige, pèlerinage à Lourdes, mais vous allez dans un lieu particulier qui va vous parler, c'est Thésée. Oui, c'est Thésée, juste avant la confirmation. J'y allais à rebrousse-pied, mes parents m'ont quasiment mis dans le bus. Et quand je suis arrivée dans ce lieu de spiritualité forte, je pense qu'il y a un déclic qui s'est fait en moi en me disant que, oui, il y a quelque chose. Et ce quelque chose, j'avais envie déjà d'y adhérer. Donc d'où la confirmation et puis de continuer à chercher. Alors après, vous vous éloignez un peu de tout ça. Et puis on a parlé d'Arras tout à l'heure. Vous décidez de revenir à pied d'Arras à Besançon, 500 km quand même, pendant un mois, 15 à 30 km par jour. Vous me dites qu'au départ, c'était une marche plutôt écolo par rapport à votre engagement dans l'environnement, et puis ça devient une marche de pèlerinage. Alors ça, c'est assez fantastique.
J'étais à Arras et sur Arras, il passe la Via Francigena qui passe aussi à Besançon. Elle fait Canterbury jusqu'à Rome et donc elle relie ces deux villes. Or, comme j'habitais à Arras et que je revenais souvent à Besançon, je me suis dit, là j'ai envie de mesurer avec mes pieds la distance. Et de ça, de cette envie-là où je me suis lancée sur la route, je pense qu'a découlé beaucoup de choses, de rencontres qui ont vraiment m'ont mis sur un chemin de foi et de réflexion autour de la foi. Alors ce pèlerinage donc a vraiment marqué, il y a un avant, il y a un après, on a cru comprendre ça. Et puis là, vous êtes à Besançon, vous arrivez, vous m'avez dit que vous vous sentiez un petit peu comme un poussin tout fragile. Et quand vous arrivez à Besançon en 2020, vous rejoignez les jeunes pros, c'est-à-dire comme une aumônerie étudiante, c'est ça, à l'Escale? Oui, j'ai eu donc la chance en arrivant à Besançon, j'ai cherché un groupe où je pouvais faire un peu grandir cette foi. Et la nourrir en fait simplement comme un poussin qui sort de l'œuf, il faut qu'il trouve de quoi s'alimenter. Et donc je suis arrivée à l'Escale jeune en face de la cathédrale dans le groupe de aumônerie jeunes professionnels et je pense que ça a beaucoup marqué mon chemin de foi. Déjà simplement en rencontrant d'autres personnes qui avaient cette recherche autour de la foi, ce qui est un peu dur dans notre monde du travail actuel. Et puis, en ayant plein de propositions qui viennent nourrir ma foi, j'ai fait des théophiles, j'ai fait d'autres... voilà, je me suis nourrie de tout ce que je pouvais trouver, en fait. Vous me dites que vous êtes aussi rapproché de la spiritualité ignatienne, parce que vous êtes sensible à ce côté psychologique, l'âme, du ressenti, des émotions, et que ça vous correspond bien, cette relecture de vie aussi. Voilà. Donc, tous ces éléments-là vous nourrissent et vous construisent. Voilà. Donc en 2022, vous effectuez même une retraite de 5 jours, une retraite silencieuse, dont le thème est prendre une décision sous le regard de Dieu. Et à l'issue de cette retraite, qui est une sorte de révélation, vous dites que est-ce que je suis appelé à servir Dieu et pas forcément à avoir une vie, voilà, je me marie, j'ai une vie classique, c'est ça Oui, c'est ça. En fait, j'y allais pour une autre question et je suis ressortie de cette retraite de 5 jours avec la question de la vocation, en gros. Très bien. Et là, on va être obligé de conclure bientôt. La foi chrétienne donc est exigeante, vous m'avez dit, parce que Christ, il nous appelle à lui ressembler de plus en plus. Et moi, je vois qu'à travers ce que vous nous avez partagé avec votre vie familiale, individuelle, professionnelle, dans votre vie chrétienne, personnelle et communautaire, on se réjouit de voir comment Dieu trace un chemin avec vous pour communiquer autour de vous l'espérance. Et en tout cas, merci pour tous ces engagements qui font du bien. Merci à vous. Malheureusement, la fin de notre émission est proche. Le générique de fin se rapproche. Je tiens à remercier chaleureusement Elvina Fonkerny pour sa contribution au contenu de ce résolument engagé et Valérie Lantoine qui est à la réalisation. Je vous souhaite autant de plaisir et de joie à l'écoute de RCF que nous en avons eu à vous proposer cette émission. En attendant de vous retrouver pour un prochain numéro de Résolument engagé, continuez à prendre bien soin de vous et de votre prochain.